Salut à tous les chercheurs de la liberté. Soyez bienvenus à ma chaîne Panafricanisme libertaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, d'un sujet intéressant, d'un sujet lourd qui a circulé dans tous les médias ces derniers jours, ces dernières semaines. Il s'agit de la situation actuelle du Sénégal. Comme vous savez déjà, il y a eu des manifestations dans le pays, 3 morts d'ailleurs dans ces manifestations, qui ont eu lieu à cause du report des élections issu d'une loi votée par l'Assemblée nationale, un report des élections qui l'opposition a jugé comme un coup d'État institutionnel, un report des élections que le Conseil constitutionnel vient de juger ces derniers jours comme inconstitutionnel. Sur les fonds, il se base sur l'article 103 de la Constitution, duquel se dérive que le mandat du chef de l'État ne peut pas faire objet de révision. Ces principes seraient alors intangibles. Le Conseil constate aussi l'impossibilité de tenir les élections, cependant, à la date prévue, mais il appelle aux autorités compétentes à célébrer les élections dans les meilleurs délais. L'exécutif s'est prononcé par le biais d'un communicat. Dans ce communicat, on peut retenir que l'exécutif a finalement compris qu'il va falloir célébrer les élections dans le meilleur délai. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, cette vidéo ne sera pas une vidéo purement informative. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Vous connaissez déjà qu'est-ce qui se passait au Sénégal. Je veux juste faire ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais faire une analyse politique, une analyse juridique, mais surtout une analyse libertaire. C'est-à-dire du point de vue des idées de la liberté. Qu'est-ce que cette situation peut nous apporter? C'est parti pour la vidéo. Premièrement, on va faire l'analyse juridique. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en matière électorale, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif se partagent les compétences. Au pouvoir exécutif revient la convocation du corps électoral, ce qui est prévu par l'article 30 de la Constitution de 2001 du Sénégal. Au pouvoir judiciaire, représenté ici par le Conseil constitutionnel, revient la direction du processus électoral, c'est-à-dire la présentation des listes avant et après les élections, la prononciation des arrêts en matière de recours électoral et les décomptes des voix. En ce qui concerne le pouvoir législatif, évidemment, on sait tous que c'est le pouvoir législatif qui fixe les conditions dans le code électoral des organisations des élections. Qu'est-ce qui se passe ici? L'Assemblée nationale a bel et bien la compétence pour reporter les élections. Parce que rappelons-nous, en matière électorale, c'est l'Assemblée nationale qui vote le code électoral. Ça, c'est le pouvoir législatif. Mais l'Assemblée nationale n'a pas la compétence pour convoquer le corps électoral. Et elle n'a pas la compétence non plus pour fixer la date des élections au-delà de l'expiration du mandat du chef de l'État en fonction, du président de la République en fonction. Elle n'a pas cette compétence. C'est l'exécutif, par décret, qui a la compétence de convoquer le corps électoral. Ou bien, dans les cas prévus par la Constitution, le Conseil constitutionnel convoquerait le corps électoral. Et une autre chose qu'il faut dire, parce qu'il y a trop de confusion sur ça, le chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, n'a pas reporté les élections. C'est l'Assemblée nationale, par le biais d'une loi révisant la Constitution tendant à reporter les élections, qui a reporté les élections. Macky Sall, il a juste
abroger les décrets qui convoquaient le corps électoral pour le 24 février. Ça, il faut qu'on le comprenne. Ça, il faut qu'on le comprenne. Parce qu'on peut dire, oui, il était derrière l'initiative de l'Assemblée nationale parce qu'il a la majorité. Oui, on peut dire son parti a la majorité. Mais en termes légaux, en termes juridiques, il n'a pas la compétence pour reporter les élections. Il a juste abrogé le décret qui convoquait le corps électoral parce que c'est ça. C'est dans ça qu'il a compétence. Maintenant, le Conseil constitutionnel a bien décidé, a très bien décidé parce que, évidemment, la loi de révision constitutionnelle tendant à remporter les élections votées par l'Assemblée nationale est anticonstitutionnelle et inconstitutionnelle parce qu'elle s'oppose à l'article 103 duquel se dérive que la durée du mandat du président de la République ne peut pas être objet de révision. Et l'Assemblée nationale, en fixant les élections au-delà de 2 avril, autant pour moi, elle a dépassé ses compétences. Donc, le Conseil constitutionnel, en jugeant inconstitutionnelle cette loi, a bien décidé. Et maintenant, ça revient à l'exécutif de fixer une date pour les élections. Une date qui doit être en principe soit avant le 2 avril, soit on peut dire les 4, les 5, 10 jours après, mais il doit fixer une date pour la convocation du corps électoral dans les meilleurs délais. On passe maintenant à l'analyse politique. C'est ça qu'il faut retenir, en gros, de l'analyse juridique. Dans l'analyse politique, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On trouve un pays dans lequel il y a bel et bien une contestation, tant au niveau étatique comme au niveau social. La preuve au niveau étatique, c'est que le Conseil constitutionnel a bien décidé, a bel et bien déclaré comme inconstitutionnelle la loi portant révision de la Constitution tendant à reporter les élections, et que au niveau de la société civile, on observe une population qui ne se laisse pas faire, une population qui a le droit de se manifester et qui l'exerce, c'est qu'on ne peut pas apprécier dans des autres pays africains, parce qu'en Afrique, le Sénégal, dans ce cas, montre à nouveau qu'il est un exemple de démocratie, un exemple de pays dans lesquels la population peut contester le pouvoir étatique, même si parfois on voit des images qu'on n'aimerait pas voir. Parfois on voit de la violence, tant policière, tant pour moi, comme de la part de la population. Et ça entraîne des morts, des victimes, des blessés. Mais en continuant dans la même ligne, le Sénégal a montré une fois de plus qu'au Sénégal, on peut contester le pouvoir, on peut se battre pour nos droits civiques et politiques, on peut avoir de l'espoir. Et le Sénégal, avec ses défauts, avec ses insuffisances, parce que tous les pays ont des insuffisances, le Sénégal a montré que dans l'Afrique,
élu une démocratie exemplaire. Il est une démocratie exemplaire. Au niveau de l'Afrique, autant pour moi. Mais il faut aussi observer que la population sénégalaise, et ça c'est dommage en fait, c'est une population trop politisée. Et si vous vous rappelez, dans mon ancienne vidéo, j'avais déjà expliqué pourquoi une population politisée a du mal à avancer, a du mal à progresser. Parce que ce n'est pas tous les problèmes qui vont trouver sa solution dans la politique. Avant d'être sujet de l'État, avant d'être citoyen, on est des personnes individuelles qui ont ses propres problèmes, qui ont leur vie, qui ont leur liberté, qui ont leur propriété. Donc, il faut agir en conséquence. On ne peut pas mettre dans le dos de l'État tous nos problèmes. On ne peut pas faire ça. Et une des choses que moi je déplore tellement au Sénégal, c'est que la population est très politisée. C'est comme en France. Tout est politique et rien n'est pas hors de la politique. Et je me répète encore, il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre dans la politique. D'ailleurs, la plupart des problèmes, la plus grande partie des problèmes de nos vies, on ne peut pas résoudre ça par la politique. Il n'y a qu'une manière sûre de résoudre les problèmes sociaux. Ça, c'est par le libre marché. Ça, c'est par le libre-échange. Ça, c'est par la coopération sociale. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut qu'on demande aux hommes politiques de nous laisser plus de liberté, de ne pas se mêler dans nos vies. L'État n'a qu'à assurer la justice et les droits des uns et des autres. Mais il n'a qu'à nous laisser avec notre vie, notre liberté et notre propriété. Je vais donner un exemple d'un pays qui n'est pas politisé et qui marche très bien, la Suisse. Vous savez que le système suisse est composé des cantons. Voilà, c'est une république fédérale dans lesquelles les cantons sont pratiquement indépendants du pouvoir central. Mais dans ces cantons, il y a des assemblées. Mais la plupart des assemblées, la plupart des gens n'assistent pas. Mais ils fonctionnent, mais ils marchent. Donc, il faut se demander comment ils font. Parce qu'en Suisse, il y a ce qu'on n'a pas dans la plupart des pays, pour ne pas dire la totalité des pays africains, la liberté économique. Parce que toutes les libertés dérivent de la liberté économique. Si tu n'as pas la liberté de, par exemple, ouvrir une radio parce que les radios appartiennent à l'État, tu n'es pas libre. Parce que tu dois être libre d'ouvrir des radios. D'ailleurs, on a vu au Sénégal comment ils nous ont coupé la connexion. Pourquoi on doit nous couper la connexion? Moi, je paye ma connexion, je dois ma connexion. Tu ne peux pas me couper la connexion par des motifs politiques. Ça, c'est une violation flagrante du droit de la propriété. Vous faisiez vos affaires politiques, mais qu'est-ce que moi, je vais avoir dedans? Moi, je paye ma connexion et vous venez vous couper ma connexion? C'est pas normal. Ça, c'est un pays dans lequel on ne respecte pas le droit de la propriété. On ne respecte pas le contrat libre. Parce que moi, j'ai un contrat libre avec l'agence qui me donne de la connexion, qui me fournit de la connexion. Et vous ne pouvez pas couper par le biais de la force la connexion des gens parce que vous ne voulez pas que des informations fallacieuses circulent dans l'Internet. Mais il y a toujours des mensonges dans l'Internet. On ne peut pas contrôler ça. Ça, c'est incontrôlable. Mais, et après,
Si vous ne laissez pas l'opportunité aux gens de savoir qu'est-ce qui est mensonge et qu'est-ce qui est vrai, ils ne sauront jamais qu'est-ce qui est vrai. Parce que vous ne leur laissez pas l'opportunité d'apprendre. Donc, c'est un peu ça. C'est que je déplore du Sénégal et de la plupart des pays africains. La politisation accrue de la société. Cette politisation accrue. Il y a politique dans le lit, dans le mariage. Il y a politique partout. Il y a politique dans ma nourriture. Il y a politique partout. Je mange politique. Partout je vois, c'est la politique. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et la seule manière, je me répète encore, de résoudre la plupart des problèmes sociaux, la grande majorité des problèmes sociaux, c'est par le marché, le libre marché. Les pays les plus libres du monde au niveau économique, ce sont les pays les plus développés. Mais les pays les plus politisés, ce sont les pays les moins développés. Si vous prenez en Occident, l'Espagne est moins développée que la Suisse. Pourquoi? Parce que l'Espagne est beaucoup plus politisée que la Suisse. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Si vous prenez la Chine s'est développée en moins de 50 ans. Mais l'économie de la Chine, malgré qu'il soit contrôlé de manière corporative, de manière centrale par les partis communistes de la Chine, il y a quand même des libertés économiques, il y a quand même des entreprises qui peuvent négocier librement. Il y a quand même une coopération sociale qui existe là, par le marché, et qui ne peut qu'exister par le marché. Donc, c'est cette poétisation que je déplore au Sénégal et en Afrique une fois de plus. On passe maintenant aux dernières analyses, à l'analyse libertaire, que je pense que dans cette analyse politique, je touchais des points importants que je veux toucher après encore, mais on va passer dans cette dernière analyse, à cette dernière analyse, autant pour moi, et on va parler de comment cette situation peut nous apprendre en termes des idées de la liberté, comment ça peut nous donner des points d'analyse, comment ça peut nous faire grandir les perspectives en fait. Et je passe aux dernières analyses. En ce qui concerne l'analyse libertaire, je vais être bref. Je vais juste dire deux choses. Première, il faut renforcer les droits et libertés des individus. On a vu récemment au Sénégal que on a libéré de manière provisoire certaines figures politiques, certaines figures de la société civile qui avaient été renfermées par des supposés motifs politiques. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer les droits et libertés. Il faut vraiment les garantir. Parce que, vous savez, un droit, une liberté, n'existe pas parce que c'est dans une constitution. Ça existe quand on peut l'exercer. Quand on ne peut pas nous empêcher de l'exercer. Sauf dans des cas juridiquement justifiables. Par exemple, si je porte atteinte contre la liberté de l'autre, juridiquement, il faut que je perde ma liberté. Si je vole, je mérite une punition pour voler parce que je portais atteinte à la propriété de l'autre. Donc, sauf dans des cas juridiquement justifiables, on ne doit pas nous empêcher d'exercer nos droits et libertés. Il faut renforcer cela, il faut le garantir de manière effective. C'est-à-dire, on a un droit quand on peut l'exercer et ou bien quand on ne peut pas nous empêcher de l'exercer, sauf dans des cas juridiquement justifiables.
Dernière chose, évidemment, cette nécessité de réduire l'État, cette nécessité de finir avec cette politisation de la population, cette nécessité de, évidemment, que l'État s'occupe seulement de la justice et de défendre les droits des uns et des autres quand il y a eu une violation. Il faut limiter la puissance de l'État. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui confère les compétences aux hommes politiques qui sont au pouvoir. On ne peut pas se plaindre de ce que les hommes politiques font au pouvoir sans se poser la question de quoi le système le permet de faire. Quand on se plaint des actions politiques, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que le système leur permet de faire. Il faut se poser cette question. Par exemple, on prend la dette publique. La dette publique, c'est une charge injuste qui va être héritière même par des générations qui ne sont même pas encore là, qui n'ont pas participé dans le processus démocratique, mais qui vont se voir dommagés par une dette publique qui avait été prise par des hommes politiques que eux n'ont pas voté. Ce qui est injuste et ce qui, pour moi, est antidémocratique. Donc, il faut qu'on parle de cette nécessité de limiter le pouvoir de l'État, de limiter l'emprunt de l'État sur la population. Parce que, comme je l'ai déjà dit tantôt dans mon analyse politique, la plupart des problèmes, la grande majorité des problèmes de nos vies ne se résout pas avec la politique. Ça se résout sûrement qu'avec le libre marché. Donc, cette nécessité de limiter l'État est importante. L'État n'a pas le droit de se mêler dans nos vies. L'État n'a pas le droit de nous couper aucune connexion d'Internet parce que nous, on paye nos connexions. L'État n'a pas le droit de nous exproprier de nos propriétés. Il n'a pas ce droit-là. Même par utilité publique, il faut adopter le système des États-Unis. Il faut négocier avec le propriétaire si vous voulez prendre sa propriété, autant pour moi, avec des fins d'utilité publique, pour des fins d'utilité publique, autant pour moi. Donc, il faut qu'on parle de cette nécessité de limiter l'emprunt de l'État sur nos vies. Parce que l'État, ça, il faut le dire, l'État, c'est le monopole systématique de la violence. Vous ne payez pas des impôts parce que vous voulez. Vous payez des impôts parce que vous êtes obligé de payer des impôts, par force. Si vous voulez nous aider, et là je parle aux hommes politiques, c'est mieux de nous laisser notre argent dans nos poches. Et c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, on est arrivé au terme de cette vidéo, autant pour moi. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous aimez, likez. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à me remarquer, si vous voulez me contredire, vas-y, dans les commentaires, vous avez un espace libre. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci.